Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Grandir en respirant un air toujours plus pollué. On ne parle pas de l'Inde ou de la Chine, mais bien de la France, dont les résultats des dernières études sont alarmantes. On en parle avec Basile Chay. Il est directeur de recherche à l'INSERM. Ce sera en première partie d'émission. Inclusion et Jeux paralympiques, ce cocktail a-t-il été gagnant? C'est la question que l'on se posera avec notre invité Philippe Fourny. Il est directeur général de l'Institut Santé Parasport Connecté. Tout de suite, on va faire le point sur l'actualité de l'éducation avec Charlotte Adélaïde. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la suite de l'affaire des agressions sexuelles et des viols de Notre-Dame de Bétharram. L'ancien inspecteur qui s'était rendu dans l'établissement privé a témoigné. J'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement. Ce sont les mots de cet inspecteur qui, le 12 avril 1996, s'était rendu sur les lieux. Une affaire de violence physique avait en effet éclaté dans la presse. Un parent d'élève avait déposé plainte pour dénoncer des violences sur son fils, Marc, âgé de 14 ans. Le garçon avait été violemment giflé en janvier 1995 pour un verre cassé, perdant à la suite de cela 40% de ses capacités auditives. Il avait également été puni dehors, en sous-vêtements, avant de réussir à s'enfuir. Son père était venu le chercher. Il avait retrouvé son fils en hypothermie. François Bayrou, le ministre de l'Éducation à l'époque, avait demandé une inspection dans cet établissement. Dans le rapport de l'inspecteur, on peut lire: par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent et la volonté de changement qui existe à tous les niveaux sont autant d'éléments positifs et d'atouts pour la réussite de Notre-Dame de Bétharram. Une sorte d'exonération de l'institution scolaire que l'auteur regrette aujourd'hui. Écoutez l'ancien inspecteur âgé de 88 ans, il était au micro d'Issy Béarn. Les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit ce qui s'était passé là pour cette histoire de gifle, mais ils ne m'ont pas dit autre chose que ça. Et donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. Donc, pour moi, je suis reparti de l'établissement en ignorant totalement ce qui actuellement est reproché. L'inspecteur n'avait pas pu rencontrer la professeure de mathématiques qui avait lancé l'alerte. Elle était en arrêt maladie à ce moment-là. Par ailleurs, il soutient qu'il n'était question que de violences physiques. Personne n'avait parlé de violences sexuelles. Pourtant, il y a une véritable libération de la parole de la part d'anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram, constitués depuis 2023 en collectif de victimes. Le dernier témoignage en date, c'est celui de Rodolphe Bordelais, de 49 ans, scolarisé entre 1987 et 1990 dans cet établissement. Il compte porter plainte. J'ai décidé de porter plainte parce que je ne suis pas seul, parce qu'il y a beaucoup de monde qui porte plainte en même temps. Notre voix, si on est tout seul, peut toujours être remise en cause. On va toujours nous dire oui, mais quand même, bon, vous savez, à l'époque, c'était normal, on prenait une petite torgnole, ça arrive. Non, mais je suis désolé. Je veux bien croire qu'une fessée, effectivement, ça n'a rien de dramatique. Mais lorsque vous passez 3, 4 heures, 5 heures à prendre des tartes pour rien, parce que vous avez chuchoté dans le dortoir, par exemple, ou alors que vous restez sur le perron en plein hiver, en calbut et en t-shirt. Tout ça, c'est complètement fou. Hier, à l'Assemblée nationale, François Bayrou a de nouveau été interpellé lors des questions au gouvernement. L'opposition de gauche l'accuse d'avoir menti, voire d'avoir protégé l'établissement où il a scolarisé ses propres enfants. Le Premier ministre a contre-attaqué en visant le gouvernement de Jospin en fonction, à l'époque, de la mise en examen pour viol d'un prêtre de Bétharram. C'était en 1998. Il n'était plus ministre. La gauche était au pouvoir. D'autres savaient, a déclaré François Bayrou, qui a donc donné des noms. Qui était ministre de la Justice? Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Pour Ségolène Royal, l'attaque est indigne. Elle dit réfléchir à un dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de François Bayrou, que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a quant à lui défendu sur France Inter ce matin. Le Premier ministre n'a pas menti. Le Premier ministre a dit ce qu'il savait. En l'occurrence, les premières plaintes ont été déposées il y a très longtemps, dans les années 50-60. Il y a eu des premiers faits qui ont été signalés. Et puis les instructions de ce que nous en savons à la chancellerie. À partir de 1998, François Bayrou n'était plus au gouvernement à ce moment-là. Il y avait un autre gouvernement. Et donc je pense que, tout en prenant conscience du drame qui touche toutes ces victimes,
Il ne faut pas tomber dans le procès politicien. Je pense que ce serait très malvenu. Une commission d'enquête sur les défaillances du contrôle des établissements privés sous contrat sera peut-être mise en place si les députés y sont favorables. On le saura prochainement. Dans le reste de l'actualité, de nombreux syndicats et parents d'élèves vont debout contre la future carte scolaire. Oui, ce dispositif qui détermine la répartition des ressources éducatives et décide des ouvertures et des fermetures de classes en fonction des effectifs locaux. Les premiers contours de cette carte pour la rentrée 2025 ont été rendus publics début février. Depuis, de nombreuses académies annoncent des suppressions de postes d'enseignants et ou des fermetures de classes. En cause, la plupart du temps, la diminution des effectifs du nombre d'élèves dans les territoires. Des manifestations de parents d'élèves et de syndicats s'organisent un peu partout en France pour contester. Dans la Drôme, par exemple, département dans lequel on annonce 825 élèves en moins, 50 classes vont être fermées, mais 34 postes vont être créés. Un regret pour le syndicaliste Florimond Guimard. Oui, il y a une baisse démographique, mais justement, on aurait pu se saisir de ça pour soit ne pas fermer autant de classes et donc mathématiquement abaisser les effectifs par classe, soit fermer des classes, mais dans ce cas-là récupérer ces postes pour améliorer le remplacement. Et quand ce sont les écoles que l'on prévoit de fermer carrément dans les toutes petites communes, c'est tout un territoire qui est chamboulé. À Lussat, 425 habitants dans la Creuse, le maire et son équipe municipale tentent le tout pour sauver l'unique école du village. Ils ont décidé de démissionner. Si vous supprimez l'école d'un village, vous allez tout supprimer. On a attiré des parents parce qu'on avait l'école, c'est la première question qu'ils posent quand ils veulent acheter un terrain ou venir louer. Est-ce que vous avez une école? Dès que vous leur répondez non, ils vous remercient gentiment, mais vous n'êtes jamais rappelé. On nous demande de développer la Creuse, d'attirer du monde. Si on n'a pas les services pour les accueillir, on a déjà les services médicaux, c'est pas terrible, faut bien se le dire. Donc si l'école en plus nous lâche, qu'est-ce qui nous reste à nous, petits villages? Une manifestation est prévue demain à 9h devant l'inspection d'académie à Guéret. Ce sont désormais près de 400 jeunes qui occupent la Gaîté Lyrique à Paris, fermée depuis 2 mois maintenant. Ils étaient 200 début décembre à investir les locaux de la salle culturelle située dans le 3e arrondissement de la capitale. Leur revendication, un toit sur la tête, la reconnaissance de leur minorité et une scolarisation. La Gaîté Lyrique avait alors lancé un appel à l'aide à la ville de Paris, ne tolérant pas de les expulser, ces jeunes dans le besoin, et se faisant leur soutien auprès de plusieurs associations. Depuis, des centaines d'autres jeunes migrants dans la même situation ont rejoint les lieux. Jeudi dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a tranché. La Gaîté Lyrique doit être évacuée dans un délai d'1 mois. Décision fortement contestée dans les rues samedi dernier. Des centaines de personnes ont demandé la mise à l'abri de ces jeunes migrants dans des logements pérennes. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés, pouvait-on lire sur leur banderole. La mairie de Paris, qui a lancé la procédure judiciaire, a indiqué qu'elle ne ferait pas appel à la force publique. Elle souhaite forcer l'État compétent en matière d'hébergement d'urgence à prendre ses responsabilités. À l'international à présent, l'administration Trump interdit le livre jeunesse de Julianne Moore. L'actrice se dit choquée. Oui, le ministère de la Défense américain a réalisé un vaste inventaire récemment pour mettre les bibliothèques des écoles qu'il gère en conformité avec les décrets anti-woke de Donald Trump. Ce sont en l'occurrence les écoles destinées aux enfants de militaires. Comme d'autres livres, Freckleface Strawberry, le livre de Julianne Moore, ne fera plus partie des rayons. Cet ouvrage semi-autobiographique raconte l'histoire d'une fillette de 7 ans qui déteste ses taches de rousseur mais qui apprend à vivre avec. Alors si vous vous demandez ce qu'il y a de controversé là-dedans, eh bien l'actrice aussi. Je suis vraiment attristée, a-t-elle déclaré sur Instagram. Je n'aurais jamais pensé voir cela dans un pays où la liberté de parole et d'expression est un droit constitutionnel. Alors ce retrait est-il temporaire ou définitif? On ne sait pas, mais cela fait déjà plusieurs années que les interdictions de livres se multiplient aux États-Unis. Selon le quotidien britannique The Guardian, ce phénomène serait fortement lié à la progression des valeurs conservatrices du Parti républicain.
Et pour terminer ce journal, une application fait des émules. C'est un peu comme Tinder, mais version études supérieures. Oui, Virginie, si vous swipez à droite, vous ne matchez pas avec un potentiel ou une potentielle partenaire, mais avec une formation, ou presque. Si ce n'est pas exactement la réplique de l'application de rencontre Tinder, Optéo, c'est son nom, permet aux élèves de terminale de trouver plus facilement chaussures à leurs pieds, eux qui sont la plupart du temps évidemment très stressés face au casse-tête que représente la formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup. Après avoir indiqué ses centres d'intérêt et ses compétences, chaque lycéen se voit proposer un classement personnalisé des écoles et une liste de formations pouvant les intéresser. Tout ça via un design très intuitif et adapté aux usages des jeunes. Ce sont 3 ingénieurs du Tarn tout juste diplômés qui ont développé cette application. Pour eux, c'est une façon de lutter contre une injustice qu'ils ont constatée pendant leurs études. La plupart des jeunes qui étudient, selon eux, dans les grandes écoles sont issus de milieux privilégiés, car il y a, je cite, une inégalité d'accès à une information complète et claire au moment du choix de l'orientation scolaire. En 2 semaines, ce sont près de 600 lycéens qui ont déjà adopté Optéo, disponible sur iOS et Android. Merci beaucoup, Shirley. Des maladies respiratoires en hausse, des publics de plus en plus jeunes touchés par ces affections. Les résultats des dernières études concernant la pollution de l'air en France ne sont pas réjouissantes. Alors, comment prévenir, grandir et prendre soin de sa santé dans un pays toujours plus pollué? On en parle tout de suite avec notre invité. Basile Chez, bonsoir. Bonsoir Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique et aussi à Sorbonne Université aussi, c'est ça, directeur de recherche? Exactement, à Sorbonne Université, rattaché à Sorbonne Université, tout à fait. Voilà, alors on parle de pollution de l'air depuis des années sans avoir clairement en tête les conséquences de ce désastre, si ce n'est un chiffre grave, 40 000 décès par an dus à la pollution de l'air. Mais depuis que vous avez pu évaluer l'impact de cette pollution avec la survenue de maladies respiratoires, cardiovasculaires et surtout métaboliques. C'est bien cela? Ça s'est empiré? Oui, alors là, je m'intéresse surtout à la question des enfants et effectivement, la pollution de l'air a des impacts visibles dès le stade prénatal, à vrai dire, et puis ensuite tout au long de la vie, et on peut détailler ça si vous voulez en savoir plus. Il y a des effets sur la santé respiratoire, sur la santé cognitive des enfants, y compris les performances académiques, sur la santé mentale, sur la santé cardiovasculaire et métabolique, et il y a même des relations avec certains cancers qui sont documentés dans des études. Et là, donc, je m'intéresse spécifiquement à la population des enfants. Oui, alors pourquoi les enfants en particulier? Parce que tout commence finalement dans le ventre de la maman? Oui, alors en effet, on sait aujourd'hui que les mères qui habitent dans des environnements et des zones plus polluées, vont avoir au cours de leur grossesse des bébés qui ont un poids plus petit. On parle de bébés petits en fonction de l'âge gestationnel, puis elles donneront naissance à des bébés en moyenne de plus petite taille. Le risque de connaître une naissance prématurée est également augmenté. Et il faut savoir que le fait pour un enfant d'avoir un faible poids à la naissance est associé à des conséquences sanitaires tout au cours de la vie. Donc effectivement, ça commence très tôt et c'est très important. Oui, le faible poids à la naissance, on sait que c'est très important, évidemment, pour pouvoir justement essayer de grandir au mieux, en tout cas, et combattre toutes les maladies possibles. À combien de temps ça se joue? En combien de semaines il peut y avoir un basculement, justement, au niveau de cette pollution de l'air? Alors en fait, c'est quand même des effets qui sont chroniques. Il y a une exposition qui se fait potentiellement tout au cours de la grossesse et puis ensuite tout au cours de l'enfance. Donc voilà, c'est des effets qui vont se cumuler au cours du temps. Maintenant, c'est vrai qu'au cours de la grossesse, certains chercheurs essayent de regarder s'il y a des périodes critiques, c'est-à-dire des périodes où c'est encore plus dangereux d'être exposé. Mais voilà, là, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même des effets
qui se cumulent tout au cours de la vie et du fœtus puis de l'enfant. Voilà. Et les enfants, effectivement, donc au cours de leur croissance, continuent à être une population particulièrement vulnérable, et ceci pour plusieurs raisons spécifiques qu'on pourrait détailler. Donc une population plus vulnérable à la pollution de l'air. Oui, justement, alors quelles sont effectivement ces vulnérabilités et pourquoi ? Oui, alors on peut en citer un certain nombre. Alors, premièrement, eh bien, les enfants sont en croissance, leur corps, leurs organes, leur système immunitaire sont en formation. Et donc, eh bien, justement, ce système immunitaire en formation les rend plus vulnérables à certains des effets de la pollution. Par ailleurs, physiologiquement parlant, les enfants ont un rythme respiratoire qui est plus rapide. Et donc, ils inspirent plus d'air par kilogramme de poids corporel. Ça, c'est un deuxième aspect. Un troisième aspect, c'est que les enfants, du fait de leur petite taille, respirent plus près du sol, à un endroit où sont émis les polluants, notamment par le trafic routier, et où les polluants s'accumulent. Une quatrième raison, c'est que les enfants sont souvent plus actifs en extérieur, physiquement actifs, et ils passent plus de temps en extérieur. Donc ces deux facteurs augmente encore la dose de polluants que les enfants vont inhaler. Et puis ça fait déjà beaucoup de raisons, mais on peut encore en citer deux très rapidement. Les enfants en fait inhalent une plus grande partie de l'air par la bouche plutôt que par le nez par rapport aux adultes, et du coup cette respiration orale accrue va favoriser l'absorption de particules qui vont pénétrer plus profondément dans les voies respiratoires. Et puis enfin, on peut rappeler, et c'est le dernier point, ça fait beaucoup d'éléments qui rendent les enfants plus vulnérables. Dernier point, c'est que la filtration nasale est moins performante chez les enfants que chez les adultes, et donc laisse plus passer ces particules. Alors, je vais juste rebondir sur l'avant-dernier point parce que je viens d'apprendre quelque chose encore. C'est effectivement la respiration, enfin en tout cas l'inspiration n'est pas la même en fonction de si elle est faite par la bouche que par le nez. C'est bien ce que vous me disiez ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors ça, on comprend que les particules, vont pas avoir le même parcours selon que l'air vienne du nez ou de la bouche, mais effectivement, là, en fait, on a un petit peu dit que tout est différent chez les enfants. La façon de respirer, la quantité d'air respiré, l'endroit où ils respirent, le temps, les endroits où ils passent du temps au cours de la journée. Donc tout est différent. Et c'est d'ailleurs un petit peu le problème, c'est que beaucoup des études sur lesquelles les recommandations actuelles sont basées proviennent d'études qui ont été réalisées chez des adultes. D'ailleurs, chez des animaux adultes ou chez des animaux adultes et chez des humains adultes. Donc voilà, tout ça a été établi en référence aux adultes, et donc peut-être qu'à ce stade, même si évidemment des progrès sont faits actuellement, la vulnérabilité spécifique des enfants n'a pas encore été assez prise en compte. Oui, absolument. Alors les impacts sur les apprentissages scolaires, ils sont extrêmement nombreux, j'imagine. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle donc la santé cognitive. On sait effectivement aujourd'hui que l'exposition soit aiguë, soit prolongée à la pollution de l'air va affecter, donc va nuire au développement cérébral des enfants et va affecter un certain nombre de capacités cognitives. Alors par exemple, ce qu'on appelle les fonctions cognitives exécutives ou la capacité à résoudre des problèmes. Et même on observe une baisse du QI en relation à l'exposition à la pollution de l'air. Et donc en fait tout ceci a des bases vraiment physiques, physiologiques, puisqu'on observe une modification de la morphologie structurelle du cerveau en lien avec l'exposition à la pollution de l'air. Et ceci peut avoir des effets durables au cours du temps. Peut-être signaler également rapidement que des études ont montré que l'exposition à la pollution augmente l'incidence de troubles du spectre autistique et de troubles de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Donc vous voyez le panel des conséquences sur la santé cognitive est assez large, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, les chiffres ont été en hausse sur le fait de déceler effectivement davantage d'enfants atteints du spectre autistique, du trouble du spectre autistique. Et en fait, on l'impute souvent à la nouvelle détection, au fait qu'on en parle davantage. Mais peut-être que c'est tout simplement la pollution de l'air qui est beaucoup plus présente.
Alors, donc effectivement, bon, après les concentrations de pollution de l'air dans l'atmosphère varient. Voilà, heureusement, depuis quelques décennies, les concentrations commencent à baisser. Bon, disons depuis le début des années 2000, du fait des politiques mises en œuvre. Mais évidemment, les concentrations de polluants restent encore extrêmement importantes en Europe. Hein. Elles restent tout à fait dangereuses puisque 91% de la population urbaine reste toujours exposé à des concentrations de polluants atmosphériques qui sont supérieures aux valeurs qui ont été recommandées par l'OMS en 2021. Donc voilà, à peu près tout le monde finalement est exposé à des niveaux de pollution encore trop importants. Et donc voilà, ensuite effectivement pour chaque maladie, il y a la détection, le diagnostic change aussi au cours du temps. Il faut être très prudent avec tout ça, mais le fait est que, en tout cas, la pollution de l'air est associée à l'incidence de ces troubles de nature autistique. Pendant le Covid et la période des confinements, il y a eu beaucoup moins de trafic, par exemple, le trafic routier, automobile. Est-ce que ça a joué sur la qualité de l'air et donc du coup sur l'impact sur la santé publique ? Oui, alors voilà, il y a différentes études effectivement qui ont montré ça. Là, j'ai pas les résultats précisément de ces études en tête, mais effectivement, le Covid a fourni finalement l'occasion d'expérimenter. Hein, on s'en serait probablement bien passé, mais enfin, le fait est que ça a permis d'expérimenter comment une baisse des niveaux de pollution dans l'atmosphère pouvait avoir des répercussions sur la santé. Donc en sciences, voilà, on parle d'expérimentation naturelle. Hein. On a expérimenté bien malgré nous les faits qu'aurait le fait de baisser de façon drastique, importante, les pollutions, les niveaux de polluants dans l'atmosphère. Donc voilà, ça vient s'ajouter aux autres preuves que d'autres études avec des schémas d'études différents ont mis en évidence. Est-ce que les Français ont, selon vous, conscience de ce que provoque la pollution ? Est-ce qu'on n'est pas encore arrivé sur l'idée que tant qu'il n'y a pas l'autoroute, eh bien, une région, finalement, n'est pas tant polluée que ça ? Oui, effectivement. Enfin, notamment la conscience qui manque à l'heure actuelle, c'est d'une part peut-être sur la variété des effets. Hein. Là, on a parlé d'effets prénataux, on a parlé de santé respiratoire. Ça, c'est quand même assez connu, assez attendu. Mais le fait que la santé cognitive, que la santé mentale également, hein, dépression et anxiété, puissent être affectées, sont des choses beaucoup moins connues. Par exemple, je ne sais pas si on allait en reparler après, mais on observe, par exemple, chez les enfants, des relations entre une exposition importante à la pollution et la prise de poids chez les enfants. Donc, il y a des relations, vous voyez, avec l'obésité infantile. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait mal connu. Ça, c'est le premier point. Et puis peut-être le second point, c'est l'ampleur des effets. Donc par exemple, Santé publique France a réalisé des études en France et voilà, par exemple, on trouve que entre 12 et 20% des nouveaux cas de maladies respiratoires chez l'enfant sont attribuables annuellement à l'exposition à long terme à la pollution de l'air. Donc vous voyez, 20% des cas de maladies respiratoires, c'est quand même considérable. Vous parlez d'obésité pour les enfants, mais c'est vrai que normalement, ils seraient censés faire davantage de sport en extérieur. Alors, comment gérer ça ? Oui, alors donc effectivement, alors là vous en venez à la question des recommandations qui sont formulées. Effectivement, il y a des recommandations qui sont formulées. Alors les recommandations, vous voyez, c'est en cas de pic de pollution, c'est quand les niveaux de polluants dépassent un seuil d'abord dit d'alerte. Un seuil d'information et ensuite à un niveau plus élevé, un seuil d'alerte. Et puis là, il y a des messages qui sont envoyés en direction de la population dans son ensemble et avec des messages spécifiques qui sont envoyés pour les populations plus vulnérables et les enfants font partie de ces populations vulnérables. Alors donc pour le dire très simplement, pour ces populations vulnérables dont font partie les jeunes enfants, eh bien lorsque ces seuils d'information, les premiers seuils sont dépassés, alors là il convient de limiter les activités physiques d'intensité élevée.
Et ces activités physiques d'intensité élevée, quand cette fois ce sont les seuils d'alerte qui sont dépassés, alors là, il convient de carrément les éviter pour ces populations vulnérables. Et puis pour des activités physiques un peu moins intenses, d'intensité modérée, voilà, il convient pour ces jeunes enfants, donc ces populations vulnérables, de les pratiquer de façon modérée, mais elles ne sont pas complètement proscrites. Donc voilà l'image un peu générale, de façon générale, les recommandations pour les jeunes enfants. Ensuite, selon les polluants en particulier, il peut y avoir des recommandations qui varient légèrement. Qui varient aussi en fonction des zones. Certaines zones sont plus à risque que d'autres. Oui, alors voilà, du coup, les zones, la question des zones finalement renvoie aussi à la question des polluants. Donc, par exemple, quand on a des alertes pour les particules fines de type, de type PM10, qui ne sont pas les particules fines, pour le dioxyde d'azote ou pour le dioxyde de soufre, alors là, eh bien, ces activités physiques d'intensité élevée pour les jeunes enfants doivent notamment être limitées à proximité des grands axes routiers et par exemple notamment évidemment aux heures de pointe. Vous voyez, les recommandations vont être légèrement différentes quand il s'agit de pollution à l'ozone. Alors là, l'ozone est généré sous l'effet de l'ensoleillement au cours de la journée, et donc là c'est les activités à certaines heures de la journée dans des conditions d'ensoleillement très importantes qu'il faut limiter. On parlait évidemment sous ces leviers, ces recommandations. Pour aller à l'école, qu'en peut-on faire? Quelles sont les recommandations qu'on peut proposer justement aux écoles et aux établissements pour réduire l'exposition à la pollution? Oui, parce que là, on a parlé de la pollution de l'air extérieur, notamment émise par le trafic routier. Mais il existe d'autres pollutions que subissent les enfants à l'intérieur des classes. Et d'ailleurs, Santé publique France a mené une étude sur l'exposition au formaldéhyde, vous savez, qu'on trouve dans les résines et les cols, donc qu'on trouve dans les bois agglomérés, les contreplaqués, donc qu'on trouve évidemment dans les intérieurs sous forme de mobilier, etc. Et donc, par exemple, Santé publique France a indiqué que près de 30 000 cas d'asthme par an seraient évitables chez les enfants de 6 à 11 ans si on réduisait l'exposition au formaldéhyde dans les classes via des actions d'aération et de ventilation. Donc vous voyez que le sujet est tout à fait important. Et puis peut-être que je peux préciser cette réponse à la question sur ce Oui, parce que justement j'aimerais savoir si ça fait partie de la rénovation du bâti scolaire qui avait été proposée par la ministre. Alors oui, tout à fait. Et donc le bâti scolaire est en cause. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Alors déjà, il faut que les salles de classe ou les cours de récréation soient relativement isolés du trafic routier. Vous voyez, donc créer de l'espace entre les axes de trafic routier et puis la cour de récréation, par exemple. D'ailleurs, il y a aussi un sujet au niveau de la dépose des enfants à l'école, puisque une étude a montré que les niveaux de pollution aux particules peuvent être 3 fois plus élevés à l'entrée des écoles au moment où on dépose, où on vient chercher les enfants, justement parce que les voitures sont en train de faire la queue. Donc voilà, il faut aussi travailler sur l'organisation des abords de l'école, où est-ce qu'on dépose les enfants et ainsi de suite. Voilà. Et puis ensuite, à l'intérieur de l'école, voilà, l'organisation des espaces, la cour de récréation, comme je l'ai dit. Et puis enfin, évidemment, il faut travailler sur la ventilation. Alors la ventilation naturelle. Alors là, il y a le comportement des occupants, effectivement, bien aéré en ouvrant les fenêtres et ainsi de suite. Mais il y a aussi la mise en place de systèmes de ventilation, notamment des extracteurs d'air dans les cuisines, bien veiller d'ailleurs à ce que tout ça reste fonctionnel, parce que c'est quand même pas toujours le cas que tous les systèmes de ventilation fonctionnent dans les écoles. Et puis ensuite, voilà, on pourrait aussi introduire des normes par rapport des normes environnementales finalement, par rapport au mobilier que l'on va installer dans les écoles pour réduire l'exposition future des enfants au formaldéhyde. Il y a peut-être un dernier point à citer qui concerne les moisissures, puisque cette étude de Santé publique France soulignait également que 12 000 cas de sifflement respiratoire pourraient être évités par an si on traitait le problème des moisissures dans les écoles. Donc là, il faut éliminer les sources d'humidité, bien ventiler, et puis ensuite, évidemment, éliminer toutes les moisissures visibles qui affectent la santé de nos enfants.
Ne pas prendre en compte les conséquences de la pollution de l'air a évidemment des conséquences sur le plan de la santé, évidemment ce sont les principales, mais aussi des conséquences sur le plan économique. Est-ce qu'on peut dire un petit mot évidemment de cela, notamment peut-être plus de coûts aussi pour la sécurité sociale ? Oui, alors je m'excuse de ne pas avoir des données chiffrées sous les yeux à vous fournir, mais effectivement, voilà, il est assez évident que tout ça entraîne des coûts économiques importants. Donc, voilà, des arrêts de travail pour les parents pour leurs propres problèmes de santé. On a vu qu'il peut s'agir de maladies chroniques tout à fait importantes, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires comme la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc tout ça entraîne des arrêts de travail considérables. Ensuite, les maladies infantiles, évidemment, contribuent aussi à des arrêts de travail pour les parents. Donc voilà, la sécurité sociale est sollicitée. C'est des coûts donc qui doivent être pris en charge par la collectivité. Et donc justement, la quantification de ces coûts est une très bonne façon de nous convaincre à prendre des mesures drastiques pour réduire de façon préventive l'exposition de la population adulte et enfantine aux polluants de l'air. Oui, alors quelles sont les politiques publiques justement du pays par rapport à cette pollution de l'air ? Parce qu'on a l'impression que c'est pas vraiment respecté, ou en tout cas que c'est pas suffisamment normé pour que les Français aient conscience de la problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, l'Europe, l'Union européenne met la France à l'amende pour dépassement des niveaux de pollution de l'air. Donc ensuite, il y a plusieurs politiques à mettre en œuvre qui concernent par exemple évidemment toute l'organisation des transports, l'organisation du chauffage et notamment du chauffage domestique, et puis des politiques liées aux activités industrielles. Mais donc par exemple le transport, qui est vraiment une source majeure d'exposition à la pollution de l'air pour les populations urbaines, effectivement, il y a des choses qui sont entreprises et il faut continuer d'avancer pour aller beaucoup plus loin. Donc, évidemment, développer des transports collectifs propres qui encourageront la population à limiter le recours à la voiture individuelle est une bonne façon d'agir. Et c'est vrai que quand on développe ces politiques publiques, il faut aussi faire attention à ce que personne ne soit laissé pour compte. Et je fais ici un peu référence à la mise en place de ces zones où on veut limiter les émissions, les ZFE, et qui parfois risquent d'être mises en place de façon un peu autoritaire, et ce qui peut ensuite pénaliser des populations, par exemple socialement défavorisées, qui n'ont pas les moyens d'acheter par exemple un véhicule plus propre et qui pourtant ont besoin d'un véhicule pour par exemple se rendre à leur travail. Donc voilà, c'est des politiques. Il faut vraiment une attitude tout à fait volontariste pour réduire la pollution de l'air dans les villes, mais il faut aussi faire attention à ce que personne ne soit laissé de côté dans la mise en œuvre de ces politiques. Alors vous parlez de véhicules, justement, un dernier petit mot, parce qu'on parle beaucoup des véhicules électriques. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Alors, il y a tout un débat sur les véhicules électriques. C'est quelque chose qui fait appel à différents éléments. Donc voilà, notamment, on espère réduire la pollution de l'air via l'utilisation des véhicules électriques. Bien sûr, on souhaite diminuer l'empreinte carbone du transport. Donc pour ça, finalement, les véhicules électriques sont assez positifs. Par contre, il y a d'autres défis très importants qui concernent la société. C'est la promotion de l'activité physique dans la population. Vous savez que à l'échelle mondiale, l'épidémie d'obésité, l'obésité atteint des niveaux épidémiques, et donc promouvoir l'activité physique dans la population, c'est extrêmement important. Et les véhicules électriques, justement, risquent de ne pas avoir les bénéfices qu'on pourrait espérer d'autres stratégies de modification du système des transports. Par exemple, on sait qu'au travers de l'utilisation des transports collectifs, la population accumule
cumule une activité physique importante pour circuler dans ces transports collectifs, faire ces marches de rabattement pour accéder aux transports collectifs, ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple qui fait que réaliser cette transition de la mobilité pour réduire l'empreinte carbone en ne s'appuyant que sur des véhicules électriques personnels, eh bien, du point de vue de la santé publique, ça ne nous permettra pas de réaliser tous les gains sanitaires qu'on peut souhaiter atteindre. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Basile Chey. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche INSERM et Sorbonne Université, aussi à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Merci d'avoir participé au Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Philippe Fourny. Bonjour. Oh. Merci beaucoup d'être avec nous par Skype, Philippe. Vous êtes directeur général de l'Institut Parasport Santé. Merci d'être avec nous également pour parler de ce livre, Regard sur les Jeux paralympiques de Paris 2024 aux éditions Le Cherche Midi. Donc c'est sous votre direction, évidemment, ce livre préfacé par le professeur François Genet avec plusieurs regards croisés, notamment Marie-Amélie Le Fur et David Lapartien. Ces JOP, ces Jeux paralympiques, 4400 para-athlètes, 2,5 millions de billets vendus, je crois que 75 médailles françaises, enfin quand même vraiment un exploit absolu, une réussite clairement. Mais quel est l'héritage finalement de ces Jeux une fois que la flamme est éteinte ? L'héritage des Jeux, il est de deux natures. La notion d'héritage a été d'ailleurs établie à partir des Jeux de Londres, on a considéré comme étant fondateurs d'une évolution de perception du handicap. Donc ils sont immatériels ou matériels, c'est-à-dire qu'ils ont un effet de transformation durable de la société, à la fois sur ses comportements, sur ses structures et sur ses
ces structures d'accueil, ces structures en bâti, en dur, quoi. Voilà, c'est ça les deux grandes familles d'héritage. Oui, effectivement, aménagement des territoires, on l'a vu partout, bien sûr, à Paris et autour de Paris. On l'a vu aussi par cet accompagnement médical et sportif, dont on peut peut-être dire un mot aujourd'hui. Oui. Alors, ça c'est la partie effectivement toute particulière de l'IPS qui a été fondée par le professeur François Genet il y a maintenant 4 ans. L'idée, c'est que les personnes en situation de handicap ayant une espérance de vie désormais qui, et c'est très heureux, rattrape celle de la population ordinaire générale, eh bien, ils développent des risques supplémentaires, des surmortalités, qui sont essentiellement comportementales, comme la population générale. C'est-à-dire qu'on peut être en situation paraplégique, diabétique, cardiopathe, obèse, et donc cette population a des risques supérieurs à la population ordinaire et n'est assez peu accompagnée. Donc ça a été l'idée, c'est d'accompagner de façon sécure et durable dans le temps ces populations vers une activité physique. C'est donc l'objet de l'IPS, et dans le temps, l'idée est que l'IPS donne un top sonore pour des bonnes pratiques. Donc au niveau de la formation, on forme maintenant des médecins généralistes, des médecins spécialistes en médecine physique et d'adaptation à ce qu'on appelle de façon générique le parasport santé. Le parasport santé, oui, tout à fait. Vous me parlez de l'aménagement des territoires, les infrastructures qui sont nées justement, qui ont été créées pour ces Jeux paralympiques. Donc c'est là où on peut parler clairement d'inclusion aujourd'hui ou pas, Philippe Fourny, où il y a encore, on tâtonne sur cette véritable inclusion dans la société? C'est toujours pareil. On peut parler du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et il faut regarder d'où l'on vient. C'est les lois de 2005, dites loi du handicap, initiées par le président Chirac, qui portaient sur 2 volets d'ailleurs, les volets d'accueil et les volets d'aménagement. Il y a des évolutions tout à fait notoires. Si on parle, par exemple, de la population qui peut intéresser vos auditeurs tout particulièrement au regard de la spécificité de votre chaîne, on voit qu'on a plus 8% de jeunes entre 5 et 14 ans qui sont scolarisés. Donc ça, c'est des trends sur le long terme. Mais parce qu'une politique du handicap, c'est une politique de long terme. Comme on le fait pour le nucléaire. Vous savez, on dit pour le nucléaire civil, c'est 30 ans. Pour construire le successeur du porte-avions Charles de Gaulle, c'est les lois de programmation militaire, c'est 30 ans. Bon, je ne sais pas si c'est l'aune de référence absolue, mais en tout cas, il faut du long terme. Et en 20 ans, beaucoup d'évolutions positives ont été faites. Maintenant, quand on regarde sur l'évolution des mentalités et des capacités d'accueil, évidemment, les marges de progrès sont encore importantes. Ça vous intéresse peut-être, par exemple, si on regarde sur la population toujours des élèves, dans les collèges et les lycées, il y a une vaste étude qui a été publiée l'année dernière par la DREES, donc la Direction des recherches et des études statistiques des ministères sociaux, et qui avait diligenté une enquête d'opinion auprès des lycéens de la population ordinaire versus situation de handicap. Et si on leur demandait s'ils aimaient, ceux qui n'aimaient pas du tout le lycée ou le collège, vous aviez 24% des élèves handicapés qui répondaient favorablement contre 13% pour la population ordinaire. S'ils étaient stressés par le travail scolaire, vous en aviez 36% en situation de handicap et pour la population ordinaire, 20%. Mais c'est là où on voit qu'il y a une évolution positive des mentalités. Si on leur pose la question du soutien perçu de la part des enseignants auprès des élèves, et bien là, vous avez 36% des élèves en situation de handicap qui disent qu'ils ont un niveau élevé d'accompagnement contre 33% pour la population ordinaire. Donc vous voyez, c'est
toujours des zones un peu grises où on aimerait bien dire ça va pas du tout ou ça va très bien. C'est plutôt sur un entre-deux, mais l'évolution est positive. Et à commencer, si je peux parler pour notre parti, puisque vous m'interrogiez sur le parasport santé, nous sommes accompagnés très, très massivement par des collectivités locales, par l'État pour l'investissement dans nos futurs bâtiments qui seront positionnés, inaugurés en 2028 au Mureaux. Et aujourd'hui, la moitié de nos effectifs sont composés de personnel de la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mis à disposition par la même institution. Donc ça, ce sont des progrès objectifs. Un progrès important peut-être qui passe aussi par le regard, tout simplement. Cela paraît bête à dire, mais je crois que c'est aussi ce qui est assez lourd lorsqu'on parle de handicap, c'est le regard des autres. Notamment, vous parliez de l'école à l'instant. Est-ce que ces Jeux paralympiques ont permis de justement changer ce regard-là aussi et d'attendre finalement de l'État encore plus d'inclusion au sein de la société? Alors, l'idée est sans doute encore un peu tôt pour dire si ça fait évoluer le regard. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, il ne faut pas de pensée magique et penser qu'il y a un effet transformationnel majeur à la suite des Jeux paralympiques, parce que par ailleurs, ce n'est pas ce qui est demandé à l'organisation, à l'IPC, l'organisation internationale des Jeux paralympiques. Mais enfin, bon, vous avez donné des chiffres au départ. On a vendu 2,5 millions de billets, il y a eu plus de 10 millions de téléspectateurs. Moi, j'ai assisté à peu près à un très grand nombre de manifestations en voyant des soutiens massifs à des compétitions très peu spectaculaires comme la Boccia. Donc oui, on peut penser, en tout cas à ce moment-là, que le regard a évolué. Mais le regard, c'est quoi? En fait, si on regarde un peu, si on analyse ce qu'est le regard. Le regard, c'est la vue qui embarque des sentiments et de la réflexion. C'est pas juste voir, c'est le regard. Donc on embarque, et dans ces sentiments et cette réflexion, on embarque beaucoup de sentiments, c'est-à-dire des a priori. Et ça, c'est le fait de voir de la performance de personnes en situation de handicap, c'est contre-intuitif. On pense que parce que on pense aux nageurs brésiliens, vous n'avez plus de bras, plus de jambes, maintenant vous ne pouvez pas nager, vous allez couler. Et en fait, ils performent plus que ces autres handicapés qui ont des membres résiduels. Donc ça nous amène à nous dire, à porter un regard différent. L'idée, c'est de l'entretenir dans la durée. Alors l'entretenir dans la durée par les médias dont vous êtes, c'est-à-dire que on voit par exemple sur France 2, Journal des Sports, il y a désormais une rubrique permanente, récurrente autour du parasport. Et puis il y a l'objectif de l'inclusion à l'école. Avec les ASH, je crois savoir que donc les assistantes pédagogiques qui accompagnent les élèves en situation de handicap, que ce budget a été maintenu et augmenté sur un précédent gouvernement. Voilà ce qu'on peut dire et espérer et constater. Alors si on parle de ça, effectivement, augmenter, certes, mais on partait vraiment encore de très bas. C'est une question de regard, ce que vous disiez à l'instant. Il manque énormément d'AVS, d'auxiliaires de vie scolaire, enfin de AESH maintenant, on appelle ça comme ça. Et puis, on a toujours un énorme écart entre les besoins financiers et la demande précise. Certes, il y a une évolution, mais c'est assez compliqué. J'aimerais justement, puisque vous avez aussi ce qu'on a appelé les regards croisés au sein de votre livre, de Marie-Amélie Le Fur et David Lapartien, vous n'allez pas tout nous raconter, mais qu'est-ce que vous avez retenu justement de ces échanges avec eux concernant les Jeux paralympiques et justement l'inclusion en France de manière générale? Alors eux, ce qui les caractérise tous les deux, ils se sont retrouvés, c'est sur l'effet transformateur. L'effet transformateur des Jeux.
auquel ils attachent beaucoup d'importance et croient beaucoup. Et puis, et c'est normal, c'est toujours pareil, c'est chacun dans son rôle et a une mission assignée à son rôle. Ça a été de performer et que la France devienne un grand pays du paralympisme. Et pour ça, développe dans la durée, là je parle pour Marie-Amélie Le Fur notamment, des infrastructures et des moments de détection de talent pour être un rendez-vous encore plus glorieux pour les prochains Jeux de Los Angeles. C'est les modalités de ce qu'ils appellent le système de la relève, qui est un système de détection des talents des hauts potentiels pour recruter des personnes en situation de handicap susceptibles de performer dans telle ou telle discipline. Merci. Merci beaucoup Philippe Fournier d'avoir participé au Grand JT. Je rappelle le titre de votre livre, Regard sur les Jeux paralympiques de Paris 2024, édition Le Cherche Midi, voilà, préface du professeur François Genet. Merci d'avoir été avec nous sur School TV. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Parasport Santé. Merci à vous. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Votre livre, l'objectif, c'est de démystifier, de vulgariser aussi l'intelligence artificielle. Comment vous pourriez la définir en termes simples et surtout, pourquoi c'est important pour un jeune public auquel vous vous adressez dans ce livre de le comprendre ? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de plusieurs choses. D'abord, ça désigne un domaine scientifique qui consiste à essayer d'étudier les mécanismes de l'intelligence en les modélisant dans des machines. C'est comme ça que le terme a été introduit il y a maintenant plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, dans le langage courant, le mot intelligence artificielle, il est utilisé par beaucoup de gens pour parler des machines elles-mêmes, des logiciels qui modélisent certaines de ces capacités de raisonnement, de pensée ou d'apprentissage. Et par exemple, l'un des logiciels connus récemment, c'est ChatGPT. Et alors, pourquoi c'est un sujet qui est important ? Eh bien, c'est que ces outils, ces logiciels, ils prennent ces dernières années un rôle extrêmement important, à la fois dans le quotidien chez les gens, mais aussi dans les entreprises. Et puis, ils amènent à la fois des opportunités, des bénéfices qui d'un côté peuvent être très grands, on va pouvoir en parler, mais aussi des risques et des défis qui peuvent être embêtants. Et les jeunes sont au cœur de tout ça, d'abord parce que ils utilisent de manière massive aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Il y a aujourd'hui plus de 80% des 14-18 ans qui ont déjà utilisé ChatGPT ou d'autres logiciels similaires pour s'aider à faire leurs devoirs. Ils utilisent ChatGPT et ces logiciels de manière beaucoup plus massive que les adultes. Ça a donc un impact déjà dans leurs apprentissages, dans la manière dont ils vont découvrir et accéder à l'information autour d'eux. Et puis du coup, eh bien, ce sont eux, les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les décideurs de demain et qui vont contribuer à fabriquer le monde qui arrive. Et donc l'idée, c'est d'essayer de leur donner tous les équipements, les explications, les outils qui leur permettent de bien comprendre ce monde nouveau qui arrive rapidement et qui va provoquer probablement des changements importants, certains positifs, d'autres négatifs, et de les remettre au centre pour que ce soit eux les acteurs et qui finalement décident de la direction dans laquelle tout ça va aller. Quelle est la philosophie justement autour du Printemps des Poètes ? Qu'est-ce que le Printemps des Poètes ? Qu'est-ce que le Printemps des Poètes ? Le Printemps des Poètes est une manifestation poétique, bien entendu, multiforme. Il s'agit à la fois d'une édition annuelle, participative, qui encourage tout le monde à organiser des événements sur tous les territoires de France, mais aussi à l'étranger, et qui encourage bien sûr le public à participer, à s'investir. En langue française ? Pardon ? En langue française en français sur le territoire de France, mais pas seulement. Il peut y avoir de l'occitan, par exemple, aussi, ou du créole. Et ensuite, à l'étranger,
aussi bien en français que dans les langues de tous les pays. Ça dépend des années. On va jusqu'à 50, 60 pays en fonction des éditions. Et l'idée, c'est bien entendu d'aller peut-être au-delà des barrières linguistiques, surtout quand il s'agit d'investir des pays qui ne sont pas nécessairement francophones, bien entendu. Ça, c'est le premier volet et le plus important. C'est, on va dire, la clé de voûte du Printemps des poètes. Mais il y a aussi, et il s'agit, je pense, d'un autre noyau dur, du Printemps des poètes, il y a un vaste programme d'éducation artistique et culturelle. Et enfin, il y a une saison continue. Autrement dit, le Printemps des poètes se propose désormais, donc à partir de cette année même, d'organiser tous les mois un événement ou des événements d'envergure afin de pouvoir porter la poésie. Et c'est quoi le défi d'écrire pour ces nuls que nous sommes, et qui ne sont pas forcément tous si nuls que ça, d'ailleurs? Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose, d'ailleurs, qui est dans le cahier des charges de la collection pour les nuls, vous vous adressez au lecteur. Vous le mettez dans chaque page. Par quel moyen? Par le pronom personnel, vous. Vous doutez sur telle et telle date et tel événement, vous allez tout comprendre. Vous ne savez pas ce que c'est que le colbertisme, mais on va vous expliquer. Deuxième chose, ça, vous savez, le vous, le lecteur se sent vraiment invité, concerné. Ouais. Et deuxièmement, il ne faut pas l'ennuyer parce que si vous écrivez des choses qui sont peut-être très techniques et peut-être des développements intéressants sur le plan intellectuel, pendant une demi-page, 2 pages, le lecteur vous abandonne. Que faut-il faire dans ces cas-là? Il faut faire des paragraphes courts. Et pour chaque paragraphe court, il faut donner un titre qui donne envie de lire. Donc, par exemple, la bataille de la Moskova. La bataille de la Moskova, vous avez... Ça, c'est Napoléon. C'est Napoléon, oui. Et donc... non, je trouve que j'ai révisé. Bien, bravo. Et un week-end pour tout apprendre par cœur, je vous raconte pas le cauchemar. 1812. Donc, vous avez le Caulaincourt, le général Caulaincourt, puis vous avez des redoutes un petit peu partout sur la colline. Et alors donc, Caulaincourt trouve la mort, et j'avais mis comme titre « Caulaincourt commande à la redoute ». Vous voyez, donc, alors, dans ces cas-là, le lecteur se dit « Mais quand même, il est gonflé de faire de l'humour à 2 balles comme ça, mais il reste, parce qu'il aime ça, le lecteur. » Et il cherche la blague à 2 balles d'après. La blague à 2 balles. Pierre-Yves, il y a une question aussi que je me suis posée avant de lire le livre, que je ne me pose plus maintenant que j'ai lu, mais qui interpelle, c'est le titre de ce livre. C'est pas moi, c'est l'IA. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est, si je puis dire, cerné dans beaucoup de domaines par des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent nous aider à dialoguer avec des personnes de langues étrangères, mais qui peuvent aussi, par exemple, être source de désinformation, qui peuvent être utilisées par des organisations mal intentionnées, et puis qui sont utilisées au quotidien par exemple, par les jeunes pour faire leurs devoirs, pour imaginer des idées par exemple, de fêtes ou de recettes de cuisine qu'ils auraient envie de cuisiner. Et puis, parfois, quand les choses se passent bien, ils vont avoir peut-être envie de dire que c'est eux qui ont eu les bonnes idées. Et puis parfois, quand il se passe un truc peut-être moins bien, qui résulte de leur utilisation de l'IA, peut-être va y avoir parfois une sorte de réflexe de dire en fait, c'est pas de ma faute, c'est ce système qui a déraillé. Et en fait, l'idée, c'est de dire, dans tous les cas, l'IA, elle est faite par les humains, elle est utilisée par des humains, et c'est les humains qui en sont responsables. Et donc, au final, plutôt que de dire que c'est pas soi-même, c'est l'IA qui est responsable et on serait des victimes ou on serait un peu passif, il faut prendre une autre perspective. Au contraire, c'est nous qui sommes aux manettes, c'est nous qui contrôlons. Et donc, c'est bien nous qui sommes responsables à la fois des bons usages et des moins bons usages. Vous me dites, Linda, qu'on peut commencer un atelier d'écriture à l'âge de 5-6 ans. Il faut commencer le plus tôt possible pour peut-être pas avoir cette image... qui, moi, en l'occurrence, m'a traumatisé. Effectivement, on doit réciter. La récitation, c'était quand même quelque chose. T'avais beau la connaître par cœur, t'attendais ton tour, et t'as l'impression d'être un petit peu à la potence. C'est ardu. Pour peu qu'il y en ait un ou deux qui se forent avant, et après t'es tétanisé. Ouais. Et tu te dis, mon Dieu. Et ça te marque à vie, c'est terrible. Et c'est souvent les premiers
premières interactions avec l'oralité. Et c'est vrai que ça te marque après pour Oui, c'est pour une très longtemps. question d'approche, tout simplement, je pense, de la poésie et de l'écriture en général. Et même peut-être de la littérature. Hein. Par exemple, dans le cadre du Printemps des poètes, pour les plus petits, pas seulement, pour tout le monde, mais pour qu'on se concentre un peu sur cette tranche d'âge, nous proposons cette année une opération qui s'intitule Explorer la poésie. Et l'idée, c'est justement de passer de choses peut-être un peu trop sobres et traumatisantes, comme la récitation, si je comprends bien. Si je comprends bien. Donc, passer de ces choses classiques. Non mais Linda, moi je me cachais, je me souviens. On se cachait derrière les rideaux et tout, et le professeur dit non, c'était donc justement, tragique, hein. Quitter la sphère du traumatisme à tout jamais, rompre à tout jamais avec ça, pour avoir peut-être un regard ludique, sympathique. Mais comment on fait? Cette année, j'ai proposé à tout le monde de participer à un concours d'écriture. Mais ça doit changer la donne, ça. Parce que si déjà on récite ce qu'on a produit... Oui, déjà oui. Et que c'est pas du Cocteau, du Senghor ou je sais pas quoi. On parle de ce qu'on crée, de ce qu'on... Exactement, de nos propres tripes, de ce qu'on crée. Et en plus, on peut échanger avec des poètes ou des animateurs, des bibliothécaires, des libraires, qu'importe. On peut échanger avec des personnes qui connaissent ce milieu et qui, justement, offrent une autre approche des choses poétiques, du geste poétique. Restons 3 secondes sur Louis XIV. Le pauvre. Vous l'aimez pas. Le pauvre. Mais vous l'aimez c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai une grande pitié pour lui. Oh, bah, vous avez... Pauvre petit chou. Le petit loulou. C'est un peu ça, parce que vous savez que pendant toute son enfance, ça a été un enfant abandonné, personne ne s'occupait de lui. Il était mutique et ses petits camarades se moquaient copieusement de lui. Drame du harcèlement. Il a eu toutes sortes de maladies. Regardez, vous avez le dictionnaire des médecins de Louis XIV que je possède. Quand on feuillette les pages, mais c'est effarant la santé qu'il avait pour supporter les maladies d'une part et d'autre part tous les traitements qu'on lui infligeait. Le duc de Saint-Simon disait de Louis XIV, il possède une intelligence robuste. Vous voyez, c'est un peu un euphémisme pour dire que il n'était pas hyper intelligent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a Versailles quand même. Versailles. Mais il disait de Versailles, Louis XIV disait, mais c'est un château raté. Mais oui, parce que vous aviez un petit relais de chasse de Louis XIII, et il a fallu construire tout autour. Et comme les courtisans, les invitaient pour les empêcher de faire des bêtises en province, on a construit. Et il a dit, oh là là, ça pourrait être mieux quand même. Mais c'est la princesse Palatine qui rapporte tout ça. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Shirley. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement. Merci à vous. À la réalisation, c'est Elisa Bernardo. Ce soir, au son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré. À la rédaction. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao.